On est de retour, donc a priori cette fois-ci avec le son. Désolé encore pour pour ce petit souci de coupure et merci encore à Alain qui, non content d'assurer la technique, a parfaitement géré cet intérim son. Je le disais, nous sommes là ce soir pour cette soirée spéciale Free Agency, la première soirée de jour qui s'annonce absolument excitant avec la signature des principaux agents libres sur le marché de la NFL, hein, le marché qui a donc été lancé, en tout cas la période des négociations légales, comme on l'appelle, qui a été lancée ce lundi à 17 heures. La saison NFL à proprement parler 2025 démarrera mercredi à 22 heures heure française, hein. C'est là où tous les contrats seront officiellement signés, on va dire. En tout cas, les joueurs seront officiellement sous contrat avec ces équipes-là, je vais y arriver. Mais donc, ça nous permet quand même, cette soirée, de pouvoir déjà vous donner les premiers contours de ce qui s'est passé durant ces premières heures de négociation, rebondir un petit peu sur ce qui s'est passé également ces derniers jours, puisque forcément, pour préparer les négociations, bah, les équipes ont dû prendre des décisions, avec notamment des coupes, des échanges, tout ça, tout ça. Donc, on va développer tout cela au cours des prochaines minutes, le tout en compagnie de Nitinia Simon, qui est avec moi. Salut Niti. Bonjour Grégory, bonjour à toutes et à tous et très content d'être sur ce premier jour de Free Agency qui s'annonce une nouvelle fois très passionnante et on attend des transactions voilà, de fous furieux, des transactions logiques, enfin comme vous voulez quoi. Enfin, on attend voilà, du spectacle voilà, dans cette intersaison. Exactement. Je remercie une nouvelle fois donc Alain qui était avec nous pour assurer la technique au cours de ce direct. Et puis j'en profite pour vous saluer, vous qui êtes un peu moins d'une centaine désormais sur le chat, hein. On a O.J. Winehouse, Don Gussie, Guillaume, Tarzwag qui était également avec nous, avec Saroro. Donc voilà. Bonjour à tous. J'essaierai d'être très réactif comme d'habitude sur le chat, hein. J'essaie d'être assez discipliné et bien entendu, comme le disait Niti. On va réaliser cette soirée en s'attardant principalement sur les transactions qui sont déjà connues. On gardera quand même du coin de l'œil forcément les breaking news éventuelles qui vont tomber, avec notamment l'actualité autour des quarterbacks qui nous intéresse toujours un petit peu. Il y a quelques noms un petit peu ronflants sur le marché qui sont assignés. Donc on suivra ça bien entendu avec assiduité en tentant de rebondir là-dessus en votre compagnie. Niti, on en profite donc pour lancer les hostilités de ce qui s'est passé au cours de ces derniers jours, notamment presque de ces dernières heures, avec un dossier notamment extrêmement important qui va passionner, j'imagine, beaucoup de nos auditeurs, la situation des Seattle Seahawks, puisque c'est une des équipes qui a été extrêmement active pour lancer cette intersaison 2025, avec notamment, on le savait, un Mike McDonald qui avait mis beaucoup l'emphase, notamment sur la défense l'année dernière, pour essayer de construire un petit peu ce qu'il avait réussi à mettre en place du côté de Baltimore quand il en était le coordinateur défensif. On avait vu quand même que malgré quelques belles prestations offensives en 2024, tout ne lui avait pas plu. Il avait notamment remercié le coordinateur offensif Ryan Grubb pendant l'intersaison. Ce n'est pas le seul dommage collatéral, puisqu'il s'est passé énormément de choses. Vous le voyez en fond d'écran, notamment avec cet article que vous pouvez retrouver sur touchdownactu.com, puisqu'il y a notamment donc le quarterback de cette équipe des Seahawks, Geno Smith, qui a été échangé aux Las Vegas Raiders en échange d'un troisième tour de draft, hein. Je vais essayer d'être assez discipliné sur les contrats et les compensations, parce qu'il y a des chiffres absolument de partout au cours de ces derniers jours à surveiller. Nitti, Geno Smith du côté des Raiders, est-ce que déjà ça te surprend? On parle d'un quarterback de 34 ans qui va retrouver Pete Carroll au passage. Est-ce que pour autant, c'est pas un choix très ou trop risqué pour les Seahawks dans cette amorce de reconstruction offensive? Alors déjà, à ta première question, pour savoir si c'est surprenant ou pas, ça m'a surpris que ce soit lui qui est le quarterback qui est pris par les Raiders. Voilà, donc déjà, ça c'est une première chose. Du côté des Raiders, pour anticiper un peu, je trouve que c'est pas une mauvaise chose de l'avoir amené. Et donc après, bah, pour répondre à ta deuxième question sur la situation des Seahawks, c'est vrai que là, de ce point de vue-là, je suis mitigé, on va dire. J'ai un peu, je sais pas quel est le plan en fait de John Schneider, donc le manager général et du front office des Seahawks, parce que ben là vas te retrouver avec Sam Howell et Jaren Hall seulement en tant que quarterback,
bon, Samuel, on peut légitimement dire qu'il a essayé, qu'ils ont essayé, qu'on a, enfin, qu'il a essayé en tant que titulaire aux Commanders, mais ça n'a pas trop marché. Et je trouve qu'à la draft, déjà, ils sont trop loin pour moi pour prendre un quarterback vraiment de qualité, à moins qu'ils attendent et qu'ils ont vraiment la perle rare. 17e ou Mais 18e choix, hein, si je me trompe pas, hein. voilà, c'est ça, Mm. 18e choix. Et là, bah, en se débarrassant de Geno Smith, il a que 30, enfin, que 34 ans. C'est pas si vieux pour un Sur quarterback. l'échelle d'Aaron Rodgers, c'est presque un rookie, Voilà, hein. c'est ça, exactement. Et enfin, moi, je comprends pas trop parce que je veux bien, par exemple, qu'on se sépare enfin, on va en parler tout à l'heure. Je vais pas développer dessus. Geno Smith, c'est ton quarterback. Il avait signé un gros contrat il y a 1 ou 2 ans. Et là, tu te débarrasses pour un troisième tour. La compensation elle a l'air pas trop mal, mais c'est quoi le plan derrière? Je suis curieux de voir leur intersaison d'un coup. Oui, c'est ça qui était un petit peu étonnant. En plus, c'est vrai qu'en plus, on rappelle que Geno Smith avait quand même performé derrière une ligne offensive qui était quand même pas exemple de tout reproche l'année dernière du côté de Seattle, c'est moins qu'on puisse dire. Et pourtant, on avait eu quand même des belles prestations, notamment sur le jeu profond. Geno Smith avait été assez intéressant. Donc, le fait que Clint Kubiak arrive, manifestement, peut-être qu'on s'est dit que ça ne fitterait pas, comme on dit, que ça ne collerait Et peut-être pas bah, spécialement entre le coordinateur et le quarterback. Mais là, c'est vrai on repart a priori d'une page blanche, entre guillemets. Tant qu'on parle des quarterbacks potentiellement sur le marché, ça a été souligné par beaucoup d'observateurs, notamment aux États-Unis. Il y a une connexion entre Clint Kubiak et Sam Darnold, par exemple, puisque les deux hommes ont mhm, collaboré ensemble il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans de ça, du côté des 49ers. Donc, mhm. ça peut en tout cas être un atout de poids potentiellement pour tenter d'attirer Sam Darnold. Surtout qu'on a libéré du cash supplémentaire, puisque tu allais plus ou moins en parler. Il n'y a pas que le quarterback qui est parti en attaque du côté de Seattle, il y a également les receveurs. Alors, on a eu la coupe de Tyler Lockett qui est intervenu en fin de semaine dernière, si je ne me trompe pas, Ouais, c'est ça, dans une c'est vague de logique. départ, hein. Ouais, dans une Voilà. vague de départ, Mhm, c'est vrai qu'il était plus ou moins mhm, pressenti. Enfin, je crois que c'était le troisième receveur statistiquement l'année dernière des Seahawks. Et mhm. son contrat commençait peut-être à peser un petit peu lourd. Il y avait aussi cette situation autour de DK Metcalf qui était beaucoup évoquée dans des échanges. Le coup près est donc tombé au cours du week-end, ce dimanche soir d'ailleurs plus précisément, puisqu'il est donc envoyé du côté des Pittsburgh Steelers en échange d'un deuxième tour de draft, hein. Il y a aussi un Mhm, échange entre le sixième tour des Steelers et le septième des Seahawks. Enfin voilà, on va pas rentrer dans le détail, c'est mhm. des broutilles, on va dire, à l'échelle de la draft. En tout cas, la principale nouvelle, c'est donc ce deuxième tour de draft envoyé, avec prolongation à la clé pour Metcalf, puisqu'il me semble il y a un contrat de 5 ans pour 150 millions. Là C'est aussi, ça, 5 ans, 150 millions. Mhm. donc, les Steelers qui voulaient absolument, manifestement, avoir un deuxième larron aux côtés de George Pickens. On va peut-être pas se répéter sur les Seahawks, encore que je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ça veut dire déjà que Jackson Smith-Njigba est officiellement, pour confirmer sa bonne saison dernière, le numéro 1 de l'équipe. Et ça Mhm. profite également aux Steelers. Est-ce que c'est une bonne pioche pour toi, ce départ de Metcalf? Est-ce que tu le mettrais en choix un peu plus Bah, problématique ou plus logique, par exemple, que Geno Smith? paradoxalement, ce départ, il est logique. Enfin, d'un point de vue Seahawks. Parce que si tu as envie de reconstruire, moi, j'aurais préféré que ce soit dans l'autre sens, tu vois. DK Metcalf parti en premier, puis ensuite tu te débarrasses du quarterback. Autant faire monter les négociations à ce moment-là. Mais DK Metcalf, il commençait à arriver à un plafond de verre, j'ai l'impression, aux Seahawks. Et je pense que le front office s'est dit, allez, autant bazarder toute l'attaque, autant prendre que des jeunes, on verra si ça va mieux marcher. Il ne faudra pas attendre pour échanger DK Metcalf, car il faut pas oublier qu'il a encore une valeur marchande, DK Metcalf, aujourd'hui. Et si l'an prochain, on le tarde à échanger et qu'il fait une mauvaise saison alors que l'attaque vient d'être renouvelée, on va dire à moitié, eh ben, t'auras pas bah, le deuxième tour de draft qu'a eu Seattle, mais plutôt un troisième ou un quatrième ou encore un cinquième tour par rapport, par exemple, au deal qu'a reçu les 49ers pour Deebo Samuel, tu vois. Donc, c'est plutôt bien pour les Seahawks d'avoir obtenu au moins un deuxième tour. Après, pour le contrat, on va en discuter peut-être tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui évoquaient notamment le fait que les Seahawks souhaitaient à minima un troisième tour. Là, un deuxième tour, c'est quand même plus ou moins une aubaine, hein, pour un joueur qui n'est pas tout jeune. Il est quand même assez proche des 30
ans, si je me trompe pas au niveau de son âge. Bah, il a 28 ans C'est ça. et honnêtement, 28 ans maintenant pour un receveur, si tu t'approches de la trentaine, alors il peut briller encore une ou deux saisons. DK Metcalf, c'est pas le sujet, mais au moins tu as un deuxième tour pour lui. Tu as maintenant cinq choix dans les deux premiers tours, il me semble, ou trois premiers tours pour les Seahawks pour reconstruire ne serait-ce qu'une attaque. C'est plutôt pas mal. Donc paradoxalement, c'est pour ça que je dis paradoxalement, ce choix est beaucoup plus prometteur pour les Seahawks plutôt que de se séparer de Geno Smith. Oui, puis il y a peut-être la volonté aussi de la part de Clint Kubiak, peut-être de faire venir des receveurs qu'il connaissait et qui peuvent être un peu moins onéreux. Ça va peut-être pas te vendre du rêve aux fans des Seahawks, mais on sait qu'il a collaboré avec Stephon Diggs, par exemple, du côté de Minnesota. L'année Mhm. dernière, à la Nouvelle-Orléans, il a permis le développement un peu surprise, en tout cas le retour au premier plan de Marquez Valdez-Scantling. Ça peut être des joueurs, peut-être, qui, en termes de profondeur, peuvent faire le boulot, selon lui, derrière Mhm. Jackson Smith-Njigba, qui sort en effet d'une saison à milliards et d'une campagne de Pro Bowl, si je ne me trompe pas. Mhm. Donc c'est vrai qu'encore une fois, c'est pas étonnant en soi, c'est pas des noms qui étonnent énormément, mais en effet, comme tu le disais aussi, ce qui étonne peut-être un peu plus, c'est le fait que tout arrive en même temps. C'est vrai qu'on n'était pas forcément habitué à ça de la part notamment de John Schneider. Il y avait eu forcément le renouvellement du Legend of Boom, mais qui était beaucoup lié à des problèmes de blessures, notamment de la part de certains cadres. Là, c'est clairement assumé de se dire, bon, bah voilà, l'attaque qu'on a testée une année, ça nous a pas plu, donc on repart carrément sur, on anticipe cette reconstruction qui semblait inéluctable. Tu avais parlé du contrat de DK Metcalf, du coup, qu'est-ce que tu penses de ce contrat de 5 ans et de 150 millions? Parce que c'est notamment la question que nous pose Guillaume sur le chat. Ah, c'est cher, hein. Franchement, je sais pas, je pense que tu te donneras ton avis, mais je trouve que c'est cher. 30 millions sur 5 ans, c'est quasiment à la même hauteur qu'Amon-Ra St. Brown. Là, il a fait une saison à moins de milliards, 992 yards et seulement 5 touchdowns. Et c'est là où on lui donne le gros contrat qu'il attendait aux Steelers. On va pas revenir aussi sur la destination, puisque bah, après, c'est pas de son ressort, mais lui, il voulait apparemment une destination plus exotique en termes de météo. Bon, aux Steelers, je pense qu'il aura pas ce genre Ah, de, il reste au nord, de, c'est de sûr. Ouais. météo. Mm. Voilà, c'est ça. Oui, en plus, il traverse les États-Unis du nord-ouest vers le nord-est. Bon, blague à part, et clairement, bah, le receveur a. Enfin, je pense hein, que c'est le contrat qu'il lui fallait personnellement, mais moi je trouve que c'est vraiment très cher, quoi. 30 millions pour un joueur qui a fait de très très belles saisons dans ses années rookie, mais qui n'a finalement jamais confirmé au cours de son deuxième contrat. C'est vraiment très 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 cher payé. Je trouve les Steelers ont vraiment fait all-in, j'ai l'impression sur lui. Parce que après il y a d'autres joueurs à payer, peut-être George Pickens pour plus tard, mais moi je trouve que c'est vraiment cher. Alors, on nous posait la question sur le chat, est-ce que tout est garanti? Je suis pas persuadé hein, sur le contrat de DK Metcalf. Non, ça n'a Euh, pas été communiqué, donc moi j'ai pas eu l'info hier soir, Mais donc ça je reste sais pas. assez, ça Ouais. reste assez Mm. important. On rappelle encore une fois, parce qu'on l'a peut-être pas précisé depuis le début de ce live, le salary cap ayant aussi augmenté, ça laisse un peu plus de marge aussi aux équipes d'offrir des contrats un peu plus juteux. Est-ce que c'est pas aussi, dernière petite question pour finir sur ce chapitre un peu Seahawks et notamment Steelers, est-ce que c'est pas aussi un moyen de mettre un petit coup de pression à George Pickens? On a vu qu'il était très utile, presque trop utile entre guillemets. En tout cas, on avait une attaque qui était très dépendante de lui avec forcément bah, les mauvaises habitudes habituelles des receveurs des Steelers, à savoir un joueur un peu caractériel qui peut très facilement sortir de son match. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de lui dire, bah, t'es pas notre seule option aérienne extérieure, entendons-nous bien, parce qu'on a un bon Mhm. Fryer plein centre. Et du coup, bah, c'est aussi à toi d'essayer d'être un peu plus flexible si tu veux avoir un contrat similaire à ton copain. Je sais pas trop. Je sais pas trop si ça va lui mettre la pression. Parce que, en fait, George Pickens, il a son propre caractère. Oui, allez, dans un sens, si il veut avoir un très très gros contrat dès à la fin de la saison prochaine, il faut qu'il fasse une grosse saison donc cette année. Parce que je pense qu'on va lui donner une prolongation de contrat, je pense à la fin de la saison. Je sais pas s'il est en fin de contrat à partir de la fin de la saison prochaine. J'ai pas regardé, mais c'est clair que le receveur a besoin d'un joueur comme celui-là pour peut-être être mieux démarqué, peut-être être moins caractériel, parce que DK Metcalf, c'est un joueur qui va apporter du caractère dans le vestiaire.
Et là, George Pickens, bah, il va plus être seul. Et s'il n'a pas de ballon, bah, après, ça dépend du quarterback qui va lui lancer la balle. C'est Donc, un peu, c'est c'est. un peu le truc. Il y a Ouais, tous les c'est types de ça. rumeurs, hein. C'est-à-dire qu'on a parlé Mm, d'un retour potentiellement de Justin Fields. Depuis mm, quelques heures, et moi ça me paraît pas totalement déconnant, on parle aussi d'Aaron Rodgers, mais c'est vrai que ce gros mhm, contrat de DK Metcalf, il donne peut-être moins de marge de manœuvre, on dira, dans la surenchère potentielle. Si surenchère il y a, on rappelle que l'année dernière, ils ont pris Russell Wilson et Justin Fields quasiment gratuitement, parce que les deux joueurs étaient payés par les franchises qui s'en séparaient. mm, Donc mm. c'est quand même quelque chose à surveiller quand tu espères quand même avoir un quarterback décent pour leur lancer le ballon. Après, il y a peut-être l'émergence voilà, d'un jeune receveur comme Roman Wilson, qu'on n'a pas beaucoup vu l'an dernier sur le terrain. Il y a Calvin Austin qui peut faire aussi le boulot du côté des receveurs, mais là, comme je l'ai marqué sur l'article pour DK Metcalf, les Steelers, ils ont des arguments maintenant pour attirer un quarterback. Hmm. Et avec Metcalf, Pickens, Freiermuth et peut-être un comité de coureurs plutôt compétent, Ouais. Après, a je... priori, Najee Harris, ça paraît compromis son retour. ouais, ça va être Ils ont, dur là. ils vont conserver Jalen Warren au moins pour une saison, mais c'est vrai que Hmm, forcément, va falloir s'occuper très clairement désormais de ce backfield offensif. On va hmm. avancer, Niti, du coup. On va rester quand Ouais. même dans la FC Nord, hein, puisqu'on parlait donc des Pittsburgh Steelers et de ce gros contrat et cet échange pour récupérer DK Metcalf. Il y a une autre équipe qui a fait l'actualité, et ce depuis quasiment plusieurs semaines maintenant, c'est les Cleveland Browns, qui semblaient prêts à se séparer de Myles Garrett. En tout cas, il y avait une demande d'échange de la part du defensive end des Browns, hein, un peu comme la moitié de la ligue, hein. Quasiment toute la ligue a demandé à être échangée pendant cette intersaison, Oui, c'est avec vrai. plus ou moins S- de succès pour certains. Surtout Euh, les pass rushers, hein. Ils ont tous Exactement. demandé. Voilà. Receveur, pass rusher, ça s'en est donné à cœur joie pendant cette Hmm, intersaison. Je veux c'est ça. partir, je veux partir, je veux partir. Et bah finalement, vous le voyez sur l'article en fond d'écran, Myles Garrett qui restera bien du côté de Cleveland après un entretien d'ailleurs avec le propriétaire de la franchise, hein, Jimmy Haslam, si je ne Mhm. me trompe pas. Un contrat donc qui est tombé ce week-end, 4 ans, 160 millions de dollars, 123 garantis pour faire de lui le joueur hors quarterback le mieux payé de la ligue, si je ne me trompe pas. C'est Dans ça. les chiffres, alors c'est quand même un peu étonnant, Niti, parce qu'on parlait d'un joueur qui souhaitait gagner. On commence à se demander si c'était vraiment son but premier dans l'optique de ce bras de fer avec les Browns. Bah alors, moi je t'avoue que quand il reste à Cleveland, quand j'ai reçu la nouvelle, moi j'ai fait, mais il fait quoi? Enfin, c'est quoi son but effectivement? Est-ce qu'il veut gagner un titre ou est-ce qu'il veut avoir le plus d'argent possible dans une carrière NFL, tu vois? Non, clairement, je comprends pas son plan. Effectivement, si je vois la seule raison peut-être. C'est ce que tu viens d'évoquer, il a probablement négocié très serré avec le propriétaire et avec Andrew Berry, le manager général. Je pense que le manager général, Andrew Berry, voulait pas accorder un nouveau contrat longue durée à un joueur qui peut potentiellement partir dans 2 ou 3 ans, parce que il y a toujours le contrat de Deshaun Watson qui est dans la balance du côté des Browns. Qui viennent quand même de Et restructurer. Je pense que ça leur a laissé aussi une petite marge de manœuvre pour prolonger Myles Garrett. voilà, c'est ça, mais tu le prolonges, mais après, pour plus tard, il va se passer quoi? Donc, c'est ça le problème, parce qu'en fait, ni à court terme, ni à long terme, je trouve que cette prolongation de contrat est bonne, en fait, Alors, c'est pour une les deux théorie, parties. c'est une théorie un peu farfelue. Est-ce que tu Mhm. penses, vu comment les Browns étaient assez logiquement gourmands concernant les tours de draft à obtenir, est-ce que tu penses que l'agent de Myles Garrett s'est rendu compte que bah finalement tout le monde n'arriverait pas à mettre de l'eau dans son vin et que finalement bah un petit peu à contre-cœur entre guillemets, hein, sans vouloir être sévère avec Cleveland gratuitement, on s'est dit bon bah tant qu'à faire, autant braquer la banque. Bah, il y a ça, en fait. Et bon, on va mettre les pieds dans le plat. C'est soit les équipes, soit n'étaient pas intéressées, les équipes donc tenantes du titre, hein, n'étaient pas intéressées. Soit les compensations des équipementiers n'étaient pas satisfaisantes pour les Browns. Par exemple, je pense aux Lions, je pense aux Chiefs peut-être, On aux, a parlé des Bills et des enfin, Eagles aux aussi. des Bills, voilà, les Bills, les Eagles. C'était peut-être pas satisfaisant ou peut-être qu'ils ont demandé trop, les Browns de Cleveland. Donc il y a un peu de ça, donc peut-être qu'on ne le saura jamais.
ou peut-être qu'on le saura quand Myles Garrett prendra sa retraite. Enfin, on ne sait pas, il va peut-être nous dévoiler des coulisses. Mais, voilà, ça veut dire donc que la recherche d'une nouvelle équipe pour Myles Garrett et son agent n'était pas fructueuse. Ou peut-être tout simplement que les effectifs qui sont proches du titre ont dit non, bah, ça nous satisfait les joueurs qu'on a. On a des pass rushers qui arrivent potentiellement via la draft. On n'a pas besoin de toi. Voilà, c'est peut-être comme ça qu'ils l'ont pris. Et peut-être que Cleveland Browns était peut-être trop gourmand, genre deux premiers tours ou un premier tour. Ça aurait peut-être fait l'affaire. Mais même ça, je pense pas que ça a été mis sur la table. C'est sûr. Je suis en train de regarder parce qu'a priori, il y aura du mouvement en direct. Ouais, Puisqu'apparemment, les je Seahawks vois ont décidé ça. qu'on parle d'eux toute la soirée. Quelques minutes après qu'on ait évoqué la question du poste de quarterback, Nitti, on a cette nouvelle qui Mhm. serait tombée. J'essaie de voir d'où proviendrait la source, hein, tant qu'à faire, autant citer les personnes qui le relayent. Sam Darnold serait donc, sans trop de surprise, le quarterback choisi par les Seattle Seahawks. On n'a bien entendu pas encore les détails, hein, parce que c'est tombé tout récemment. Ça fait sens, en tout cas, a priori, ça reste un joueur qui peut jouer dans la verticalité également. Tom Pellicero nous dit Fly Raider sur le chat. Merci pour la précision. Bah écoute, c'est une bonne pioche. Comme j'ai dit dans le slide de la rédaction, j'aurais pas compris pourquoi se séparer de Geno Smith si c'est pour ne pas prendre Sam Darnold en fait. Parce que c'était le seul quarterback abordable, on va dire, qui était disponible hors période de draft. Parce que en période de draft, tu peux encore monter pour aller chercher un quarterback, qui sait. Mais, euh, mais oui, là maintenant, il y a de la logique, on va dire. Il y a un peu plus de logique dans la reconstruction enfin, dans la reconstruction, dans la façon de construire l'attaque du côté des Seahawks. Après, le problème, il faudra l'entourer, le Sam Darnold, parce que la ligne offensive, c'est pas la même chose que les Vikings. Bah, le comité de cible, on en a parlé, il est un peu léger. Il y a tout de même un jeu au sol pour l'épauler. Mais au moins, Seahawks, il aura un environnement sur lequel il pourra se développer. C'est un peu pareil que les Vikings du Minnesota. Il y aura peut-être un peu plus de pression qu'à Minnesota, mais au moins, il a mérité ce contrat, je pense, longue durée. C'est sûr. Et c'est vrai que, il y aura quand même il y a quand même cette capacité à avoir un joueur qui a déjà évolué dans un système assez similaire, hein. Parce qu'on rappelle en effet le coordinateur offensif, head coach coordinateur offensif du côté de Clint Minnesota, c'était Kubiak. Kevin O'Connell. Voilà, ça fait partie un petit peu de cette clique Shanahan McVay dans laquelle Mm. figure Clint Kubiak. Donc c'est sûr qu'a Mm. priori niveau système offensif, Sam Darnold n'arrivera pas en terre inconnue. Donc Ah, j'ai les chiffres si tu veux pour Sam je veux Darnold. bien, ouais. C'est 110 millions le contrat et c'est 55 millions garantis. Donc 3 ans, 110 millions et 55 millions garantis. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de ce Voilà. contrat? Bah écoute, c'est un contrat. Bah là, en l'occurrence, alors 110 millions, si je calcule bien, c'est pas dans les. C'est moins que Josh Allen, donc on va parler peut-être tout à l'heure. C'est moins que d'autres quarterbacks, mais c'est un bon contrat mérité pour un joueur qui a fait vraiment une excellente saison en 2024. Et ça, c'est une bonne chose, que ce soit pour les Seahawks ou pour Sam Darnold, qui mérite vraiment ce contrat, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Jean-Mi nous dit il va y avoir des fantômes derrière cette O-line. Encore une fois, on l'a dit, hein. C'était un point amélioré l'année dernière, donc ça le sera encore plus avec Sam Il faut Darnold. aussi des cibles, hein. Ouais. Oui, oui, Voilà. non, mais c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, on l'a dit, il y a Smith Njigba, mais il y aura peut-être. Il y a une belle classe de receveurs, c'est-à-dire à la draft, a Ouais. priori, en tout cas dans les principaux Mm. noms. Donc ça peut être quelque chose, encore une fois, à surveiller. Et maintenant qu'ils ont deux deuxièmes tours en plus, tant qu'à Mm. faire, c'est pas forcément négligeable. On revient donc à ce qu'on disait, notamment Niti. Alors, on parle du contrat de Miles Garrett, on est globalement revenu dessus. Un petit mot peut-être sur les favoris, notamment de la saison 2024, en tout cas ceux qui ont atteint Mm. le dernier carré, parce qu'on a été assez actifs. Notamment les Buffalo Bills, alors qu'on n'a pas fait des grosses signatures, des grosses splash, comme on dit, lors de ce début de free agency. Mais en tout cas, ils ont assuré leurs arrières sur des gros contrats. C'était déjà arrivé l'année dernière, on se rappelle, notamment avec la prolongation de leurs deux tackles, Dion Dawkins et Spencer Brown. Et ben, ils ont remis ça de nouveau cette année. Prolongation de Terrell Bernard, leur linebacker, Grégory Rousseau, leur edge rusher, Khalil Shakir, leur receveur, tous les trois pour 4 ans. Mais forcément, le gros lot, celui qui nous intéresse le plus, c'est ce gros contrat signé par le quarterback Josh Allen. 6 ans,
330 millions de dollars pour ce nouveau deal, avec 250 millions garantis. Quarterback le mieux payé désormais de la ligue, mais que vous commencez à le savoir désormais ces dernières années avec l'augmentation du salary cap. Chaque nouveau gros quarterback qui signe un contrat devient le quarterback de fait le mieux payé de la ligue. Il n'y a pas grand-chose à redire, Nitti, pour un joueur qui, on le rappelle, était MVP de la saison 2024. Et c'est quand même très intéressant pour Buffalo parce qu'on prépare intelligemment les saisons à venir. On a fait un effectif assez solide dans l'optique de cette fin de free agency et de la draft. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire. C'est de la continuité des très belles saisons. Après, voilà, le front office des Bills pense que c'est avec cet effectif-là qu'on va aller au Super Bowl, parce que les Bills, ils n'ont jamais été au Super Bowl. Ils ont été qu'une seule fois, je crois, en finale de... Non, même pas en finale de conférence, il me semble, toujours barré par les Chiefs de Kansas City. Mais cette prolongation, elle est méritée. Elle récompense sa belle saison de 2024 concernant le joueur. Donc oui, c'est un deal tout à fait mérité. Et les Bills maintenant savent qu'ils ont un des meilleurs quarterbacks de la ligue pendant de très longues années. Bah, finale de conférence, en tout cas, cette saison. Mais c'est vrai qu'ils étaient, en tout cas, encore une fois, barrés Cette par les Chiefs. saison. Ouais. Oui, tu parlais Cette saison, d'avant. c'est Alors, vrai. autant pour moi, c'est Ouais, moi je qui n'ai pas parlais écouté. d'avant, ouais, c'est ça. Mais voilà, mais sinon, ils sont pas loin. Ils sont pas loin. En plus, ils viennent d'assurer les arrières de d'autres joueurs sur la défense, en tout cas, autant important que Josh Allen dans le domaine de l'attaque, notamment Greg Rousseau et Terrell Bernard. Et Khalil Shakir, c'est devenu presque un receveur numéro un, même si moi, je considère pas encore comme un receveur numéro un. 15 Mais millions la saison, c'est peut-être un peu cher, mais encore une fois, on va pas revenir ouais. sur tous les contrats qui ont été offerts. C'est Mais ça. C'est ça. Donc clairement, les Bills continuent leur belle politique voilà, de stabilité pour être compétitifs sur plusieurs années. Ils nous surprennent toujours autant. Pour moi, c'est la période de draft, mais on verra ça dans un mois et demi. un mot justement sur leur bourreau en finale de conférence AFC, les Kansas City Chiefs, forcément très scrutés, notamment après les difficultés offensives qu'on avait vues lors du dernier Super Bowl. On s'est attelé notamment à conserver certains cadres. Oui et non, en tout cas. Alors, concernant la page défensive, on fait revenir Nick Bolton, hein, qui était un peu la tour de contrôle défensive de Steve Spagnuolo. Donc ça, c'est une bonne opération là-dessus. Gros chantier donc en attaque, et notamment sur la ligne offensive, puisqu'on laisse partir Joe Thuney, le garde, du côté de Chicago par le biais d'un échange pour récupérer un quatrième tour. On a quand même mis le franchise tag pour conserver Trey Smith, qu'il a d'ailleurs signé depuis quelques heures, qui a pour l'instant un contrat d'un an à hauteur de 23 millions. Pour un garde, peut-être pouvoir trouver un deal. On rappelle encore une fois que ça vaut pour T. Higgins aussi à Cincinnati, qui lui, pour le coup, n'a pas encore signé. Les tags, c'est pas parce qu'on les signe que forcément tout est gravé dans le marbre. On se rappelle justement de L'Jarius Sneed l'année dernière, qui semblait revenir chez les Chiefs par le biais de son tag et qui finalement avait été échangé parce qu'on s'était rendu compte qu'il était vraiment trop coûteux, qu'il pesait beaucoup trop lourd dans les finances. Donc, va quand même falloir trouver ce deal à long terme avec Trey Smith. Et puis donc la dernière news de ces dernières heures, pas forcément très glamour sur le papier, mais il y a quelques joueurs importants qui étaient déjà partis sur le poste de tackle. Jalen Moore, remplaçant de Trent Williams l'année dernière à San Francisco, qui a donc été signé pour 2 ans et 30 millions de dollars. A priori, ce sera le tackle gauche pour protéger Patrick Mahomes l'année prochaine du côté des Chiefs. Je vois tes sourcils se lever. A priori, tu restes assez sceptique. Pour un joueur qui a assuré un bon intérim l'année dernière, mais dont on n'a aucune vraie référence en tant que titulaire au final. Ouais, je sais pas, 15 millions l'année pour un tackle remplaçant de Trent Williams, mais qui a fait un bon intérim, je trouve que c'est cher payé. Il y avait Dan Moore qui était disponible, mais je pense que ça coûtait peut-être cher. Vu le contrat qu'il a signé, en tout cas, ça coûte cher. Et oui, mais même, je trouve que la valeur du joueur, enfin, si déjà le but c'était d'augmenter les pénalités, je pense que ils ont touché au but, je pense. Ils ont touché le bon Ah joueur. bah aux côtés de Jawan Taylor, Ouais. ça va Ah être un voilà, boulot c'est d'enfer. ça. Exactement. Donc c'est pas comme ça qu'ils vont améliorer la protection pour Patrick Mahomes, hein. C'est ce qui leur a fait perdre le Super Bowl, cette ligne offensive. Après, il y a eu une grosse pression défensive des Eagles durant le Super Bowl.
Mais là, si c'est Jalen Moore, ta solution en poste de la ligne offensive, sachant que tu as fait partir Joe Thuney, qui est expérimenté mais qui était très bon déjà, il faut qu'à la draft, peut-être, ou encore à l'intersaison, les Chiefs renforcent encore leur ligne, parce que c'est pas Jalen Moore qui va être ta solution pour protéger Mouse, à moins qu'il fasse du très bon boulot. Et là, je dirais mea culpa. Mais là, clairement, c'est pas ça qui va faire améliorer la protection aveugle pour Mahomes, qui va devoir peut-être de nouveau courir pour sa vie. C'est ça. Très clairement, c'est des choix qui laissent quand même un petit peu réfléchir du côté de Kansas City. J'en profite pour remercier Marie, hein, qui a pris son 31e mois d'abonnement et qui nous dit Hello la team. Donc merci à elle en tout cas pour sa fidélité sur TDA. Un mot très rapide des Eagles parce qu'il n'y a pas de news sur ces dernières heures. On va parler de Milton Williams il y a quelques secondes, non, quelques minutes, pardon, qui ne sera pas du côté de Philadelphie. En tout cas, on a principalement conservé deux joueurs établis de l'année dernière. Saquon Barkley, notamment poste de running back, 2 ans pour 40 millions d'euros, de 40 millions de dollars, excusez-moi. Mhm. On est plus très loin maintenant. Donc, deal prolongé pour le coureur des Eagles. Et puis, on a également Zach Bone, hein, qui était vraiment une très belle surprise de la saison 2024 du côté des Eagles et qui a prolongé son bail également du côté de la Pennsylvanie. Donc, voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Peut-être juste en profiter pour faire un petit ticket NFCS, puisque justement, on va terminer avec les Commanders, où là aussi, on rappelle qu'il y a eu du mouvement avec notamment l'arrivée de Deebo Samuel sur le poste de receveur, autre ancien des Niners, qui arrive donc du côté de Washington en échange d'un cinquième tour. Et puis, on a également Bobby Wagner, ça c'est un peu plus récent, le linebacker, qui rempile du côté de Washington peut-être son dernier contrat en NFL, hein. Il a encore de très Ouais, très beaux restes. Mais ouais. l'âge avançant, il va peut-être finir du côté de cette équipe des Commanders sous les ordres de Dan Quinn. Donc à surveiller également. Qu'est-ce que tu penses globalement en quelques mots de ce qu'ont fait ces deux équipes-là finalistes de leur conférence? Bon, bah, les Eagles, je pense que c'était évident qu'ils n'allaient pas retenir la ligne défensive. Ça coûte beaucoup plus cher qu'un linebacker autant performant que ces deux joueurs-là. Donc Zach Bone, je trouve que c'est une très belle signature. Je trouve même que c'est même un braquage carrément pour les Eagles d'avoir signé à ce montant-là vu la saison. Après, les Commanders, t'as oublié une signature, c'est celle de Javon Kinlaw pour Oui. 3 ans, le Pour moi, c'est defensive plus de la tackle. profondeur, je pense, derrière Darren Payne et Jarzon Newton, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas Ah dit, Jonathan Allen bah, est parti. voilà, c'est ça. Mais apparemment, le J'espère que contrat c'est est assez indécent. Ouais. ouais, c'est ça. Bah, pour une doublure, 3 Oui. ans, 45 millions de dollars, waouh, ça fait très cher ta doublure, hein. Donc là, je me pose des questions. Après, bon, le front office des Commanders le connaît, hein. C'est Adam Peters, il connaît très bien Javon Kinlaw, il a été dans le staff lorsqu'ils l'ont drafté. Peut-être qu'ils connaissent la qualité du joueur. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore vu, mais on espère le voir du côté des Commanders, voilà, pour les prochaines années. J'en profite juste également une petite breaking news qui vient de tomber, puisqu'on parlait des Eagles et des Steelers tout à l'heure. A priori, Darius Slay, qui resterait en Pennsylvanie, mais qui irait du côté des Pittsburgh Mm, Steelers. C'est Jordan mm, Schultz, notamment de Fox Sports, qui vient de transmettre ça. Donc, il resterait donc en Pennsylvanie. Ça tombe bien, on avait besoin de cornerback, notamment mm. avec le possible départ de Dante Jackson, productif en 2024. Donc voilà, c'est pour boucler la boucle concernant ces deux formation. Un petit mot également avant d'aborder les dernières signatures importantes à retenir. Deux équipes, notamment dont on va peut-être parler rapidement, Niti, pour des raisons diverses. Les Chicago Bears, pour parler notamment de leur attaque et de leur ligne offensive, hein, puisqu'on est décidé à protéger Caleb Williams pour sa deuxième année du côté de l'Illinois et la première de Ben Johnson en tant que head coach. On a donc les arrivées de Jonah Jackson, l'ancien garde des Rams, qui arrive en échange d'un septième tour, un sixième ou un septième tour, en Oui, tout cas un tour, hein, sixième voilà. tour. Mhm. On parlait de Joe Thuney tout à Yes. l'heure qui arrive en provenance des Kansas City Chiefs, donc ça c'est les deux pour le poste de garde. Et puis on a également le centre d'Atlanta, Drew Dolman, qui a signé pour un contrat de 3 ans et 42 millions de dollars, donc un contrat assez généreux pour un joueur de cette position-là. Donc attaque très sérieusement modifiée. Et puis en parallèle de ça, on peut également dire un mot sur les Patriots, qui eux ont blindé notamment en défense avec quelques visages connus, notamment de Mike Vrabel et de son coaching staff, hein, puisqu'on a Harold Landry, l'ancien edge rusher de Tennessee, qui a donc été coaché par Vrabel, qui arrive du côté de Foxborough. Carlton Davis, le cornerback,
qui était aux Lions, donc sous les ordres du coordinateur défensif Terrell Williams, et qui le rejoint donc du côté du Massachusetts. Et puis la dernière grosse signature, c'est donc l'autre Williams, Milton, le Mhm. defensive tackle de Philadelphie qui arrive. On a mis les moyens, très clairement, du côté des Pats. Alors, on sait que le principal chantier, c'est en attaque, mais si tu regardes un peu ce qu'ont fait les Bears offensivement et les Patriots défensivement, qu'est-ce qui t'excite un petit peu plus sur le papier? Bon, plutôt l'attaque, la ligne offensive des Bears, forcément. Il faut protéger Caleb Williams et je pense que Chicago se donne les moyens. Et encore, je trouve que se donne les moyens, c'est un peu, c'est un- c'est pas gentil, c'est juste que au moins, ils font le minimum nécessaire. Voilà, ils donnent pas trop d'argent. Je pense que Drew Dolman, il aurait pu prétendre à mieux et à plus de dollars ailleurs. Mais il a vu il y avait du potentiel à être sous Ben Johnson, notamment pour la ligne offensive. Vu le boulot qu'il a fait à Détroit, je trouve que c'est pas une mauvaise chose de le voir là-bas. Et puis Joe Thuney et Jonah Jackson. Alors Jonah Jackson, je sais pas trop, je sais pas si c'est une amélioration, mais Beaucoup de problèmes de blessures du côté de Los voilà, Angeles, hein, mais un joueur qui était assez exactement. productif. Il était à Détroit d'ailleurs, juste avant, sous les ordres de Ben Il me Johnson, si je ne me semble, trompe pas, hein. c'est ça, ouais, mais ça c'était effectivement les premières années. Et après, Joe Thuney, c'est clairement une bonne pioche. Il a peut-être 34 ans, mais ça va considérablement améliorer la qualité de cette ligne offensive. Parce que Caleb Williams, voilà, comme j'ai dit auparavant, il est obligé d'être protégé. Il a des receveurs, maintenant il faut lui donner une ligne. Et c'est ce que Ben Johnson a appris sans doute de ses années aux Lions. Je suis pas très surpris par cette construction. On donne de l'expérience à la ligne. Maintenant, après, il faut régler le problème de tackle également, mais Alors, ça va être c'est peut-être vrai que je ne l'ai réglé. pas dit. Alors, ils ont signé Morgan Moses également, qui était tackle des Jets l'année dernière, alors, qui commence à prendre un petit peu d'âge, qui est souvent blessé. Il l'était d'ailleurs l'année dernière du côté de New York. Donc, ça n'a pas réglé tous les problèmes sur l'extérieur de la ligne, clairement, du côté des Patriots. Ils ont fait revenir également Austin Hooper dans une moindre mesure. Mais c'est vrai que très clairement, au moins, on se dit que peut-être qu'on priorise la défense sur la free agency et qu'en attaque, alors que paradoxalement, on peut se dire que la draft est plutôt défensive, on se dit que bah, les Ouais. quelques bonnes pioches offensives vont être faites via le repêchage, comme on dit au Canada. Voilà, c'est ça. Ouais, du côté des Bears, c'est ça. Mais du côté des Pats, là, parce que tu as développé dessus, euh, là, je trouve que ils ont beaucoup dépensé pour des joueurs qui soit reviennent de blessures, soit c'est vraiment pour en dire, bah non, on a de l'argent, et lui, il est bon, donc c'est bon, je le prends. Oui, Euh, c'était une des équipes qui avait le plus à voilà, dépenser en termes de salary c'est cap. Ouais. ça. C'est ça, exactement. Et par exemple, Milton Williams, là, je vois le contrat, c'est quand même 4 ans, 104 millions de dollars. Ah bah, c'était un des linemen défensifs les plus courtisés sur le marché. C'est cher, hein? On Ouais. rappelle qu'ils se sont séparés de Devon Gocho quelques heures avant, hein, qui a Oui, été envoyé du côté des Saints. Il c'est y a ça. Christian Barmore qui a eu des problèmes médicaux l'année dernière, mais dont on ne sait pas exactement s'il sera bien à Mhm. 100% malgré son retour en 2024. Donc c'est Mhm. vrai que ça les a peut-être contraints à surenchérir, comme tu disais, et à dépenser Mhm. peut-être plus que de raisons pour essayer de développer cette défense. Sur cette défense, la défense, on peut pas dire que ça a souvent été un point faible de Mike Vrabel du côté de Tennessee. Donc Mhm. pourquoi pas, mais c'est vrai qu'encore une fois, le chantier reste assez vaste malgré ses dépenses. Ouais, après, pourquoi pas, tu vois, c'est un coach défensif, on le voit bien. Alors, Carlton Davis, aux côtés de Christian Gonzalez, c'est plutôt très bien. Mais après, effectivement, nous, on a envie de voir ce que les Patriots peuvent offrir à Drake May, en termes d'expérience, en tout cas en attaque. Ben, alors que tu as de l'argent à dépenser, ils se sont dit, bah non, il n'y a pas forcément grand-chose à faire en attaque, alors autant se tourner vers les jeunes. Pourquoi pas? Ça se vaut comme stratégie. Maintenant, après, voilà, la défense, elle est bien blindée et je pense que j'espère que cet argent aura servi déjà à augmenter le nombre de sacs des Pats. Ils étaient derniers en tout cas dans ce domaine-là. Et surtout, voilà, avoir un meilleur équilibre parce que clairement, les joueurs qui étaient dans cette équipe des Patriots l'an dernier, c'était pas franchement très discipliné. C'est très, très irrégulier voilà, depuis déjà 2 saisons. Alors, Tarzwag qui nous dit éventuellement, Yann Rapoport aurait annoncé la signature de Justin Fields du côté des Jets, hein. C'est un nom qui revenait
Hmm. Pas mal, hein. A priori, les portes semblent pas totalement ouvertes de la part des Steelers pour le faire revenir. En tout cas, il voulait absolument un poste de numéro un, ce qui semblait pas forcément être garanti en Pennsylvanie. Donc, on attend confirmation, mais a priori, Justin Ça a Fields du été côté des Jets, confirmé. ça se Hmm. confirmerait, ouais. Ouais, ça Merci a à été Alain pour le confirmé. fond d'écran, voilà, confirmé par Adam Schefter Ouais, notamment. exactement. Donc, C'est 40 millions de dollars, 2 ans. qu'est-ce qu'on en pense de Justin Fields aux Jets? Bah, clairement, c'était un des quarterbacks sur lequel il fallait vraiment se montrer malin. C'est-à-dire qu'une équipe NFL ne devait pas dépenser trop, mais en même temps, il devait la convaincre pour dire ah bah, on te donne un contrat court pour que tu fasses tes preuves, et après, on verra bien par la suite si on t'accorde une prolongation de contrat. Donc, je pense que tu vois, c'est un deal plus en 1 plus 1, c'est-à-dire voilà, tu as 1 an, tu as 20 millions probablement dans le deal, dans ce contrat. Maintenant, ok, t'as pas de cible, enfin, t'as Garrett Wilson et encore, voilà, ça reste léger. T'as une ligne offensive qui, voilà, un peu Bon, vieillissante t'as pas aussi. grand-chose, Mais t'as perdu une voilà, place de titulaire, mais exactement. éventuellement, si t'as un Mm. bon bridge, on peut voir éventuellement ce Ouais. qu'on te signe. Mais au C'est un moins, peu les l'idée. Jets, ça veut dire que au moins à la draft, ils avaient une place très haute dans le top 10, c'est-à-dire qu'ils vont pas aller dessus. Et, Oui, ils sont moins dans voilà. l'obligation de forcément Et faire un là. gros trade-up. On rappelle qu'ils ont bazardé, si je peux dire ainsi, parce que maintenant on sait qu'il va Mm. ailleurs. On en parlera tout Ouais, à l'heure, un troisième tour pour envoyer Mm. notamment pour récupérer Davante Adams. Donc il y a C'est peut-être une ça. marge de manœuvre un peu moins importante si on veut monter très haut à la draft, surtout vu la classe de Ouais, quarterback qui était pressentie cette année. Ouais. exactement. On se laisse cette petite garantie en effet du côté des Jets. N'hésitez pas, puisqu'on va aborder les toutes dernières signatures peut-être importantes de ce début de free agency, à nous dire potentiellement une signature qui vous a marqué sur le chat. Est-ce qu'il y en a une en particulier dans les noms qu'on a abordés, Niti, que toi tu retiens tout particulièrement, un joueur qui pourrait avoir un impact non négligeable, ou en tout cas un contrat qui te paraît assez séduisant sur le papier? Alors là, il y en a aucun qui me vient en tête, clairement. Là, je t'avoue. Parce que, Donc, alors, moi, du coup, ouais. si tu veux, je te lance là-dessus, tu me dis à peu près ce que Vas-y. tu en, ce que t'en Ah penses. oui, vas-y, Dans vas-y. les noms assez intéressants que moi j'ai retenus, alors, il y a la Allez. prolongation, j'ai l'impression que c'est le cas tous les ans, presque, Mm, que ce joueur-là est prolongé. Ronnie Stanley du côté de Baltimore, qui a été conservé pour 3 ans du côté des Ravens, c'est 60 millions de dollars. Il n'y avait pas mm. de raison qu'on ne le prolonge pas du côté du Maryland, sachant qu'en plus, pour la première Ouais. fois depuis 3-4 ans, il avait fait une saison Mm, complète et une très bonne saison de surcroît. Donc, ouais. c'est un deal Ouais, assez ouais. logique et ça Mm, recompose globalement la ligne offensive de la campagne mm, 2024 du côté de Baltimore. mhm. J'en parlais il y a quelques secondes, Davante Adams, receveur, donc, qui était aux Jets tout récemment et qui part du côté des Los Angeles Rams. Alors, je parlais tout à l'heure des joueurs qui avaient émis des velléités de départ via des échanges. Pour le coup, Cooper Cup, c'est plus les Rams qui lui ont dit bah, ça nous dérangerait pas que tu ailles voir ailleurs. C'est un mini coup de chausson quand même qu'on lui met alors, en lui disant bon, bah, le deuxième receveur, on l'a. Maintenant, à toi de trouver, enfin, à toi de trouver un point de chute ou en tout cas à toi d'être un peu plus flexible si on trouve un partenaire d'échange. Ouais, c'est vraiment dommage pour lui. Moi, ça me fait un peu de la peine, je t'avoue, de voir Cooper Cup dans cette situation parce que malheureusement, depuis sa longue blessure, il n'arrive pas à retrouver un niveau voilà, dans ses plus hauts standards. Et là, avec l'arrivée de Davante Adams, d'ailleurs, c'est cette signature, je pense, qui me marque parce que au moins il retourne dans sa Californie natale et il aura un autre très bon quarterback pour lui lancer le ballon. Donc, s'il fait encore plus de milliards à la réception, bah, ce serait pas étonnant parce que ça reste tout de même un très bon receveur, Davante Adams. Et sinon, pour revenir sur Cooper Cup, bah, j'espère qu'une équipe voilà, trouvera les éléments nécessaires pour le relancer parce que je pense que ça reste un très très bon joueur, Cooper Cup. Il ne fait pas de bruit dans le vestiaire, ça a l'air d'être un joueur très collectif. On l'a vu avec Puka Nacua notamment. Ok, il a laissé un peu le leadership au poste de receveur numéro un. Donc, clairement, Cooper Cup, moi je dis limite un message aux équipes NFL, essayer voilà, de l'échanger car il sera peut-être meilleur que n'importe quel receveur que vous avez dans votre effectif, peut-être. Peut-être, Tout à hein. fait.
Mm. Je regardais sur le chat, alors pour concernant certaines signatures, très Hardest qui me disait que DJ Reed aux Lions, il trouvait que c'était une bonne signature hein, pour remplacer justement Oui. Carlton Davis qui est parti à New England et devenir Mhm. le binôme de Terrion Arnold pour les prochaines saisons potentiellement du côté du Michigan, même s'il reste sur une année un petit peu compliquée du côté des Jets. Et puis ça, c'est Mhm. tout récent, Tarswag qui nous dit que Cameron Bynum, le safety de Minnesota, est annoncé du côté d'Indianapolis. On sait qu'il y a beaucoup d'agents libres que doivent Très re-signer très bon lui, hein. Minnesota. Sam Mm. Darnold est parti, Cameron Bynum également. Donc, Très très bon joueur. va Oui. falloir s'agiter un petit peu du côté de Minnesota pour tenter de conserver quelques joueurs. J'en profite très rapidement pour remercier GM 1901 qui a pris son 12e mois d'abonnement. Lamignos également son 29e mois d'abonnement avec Prime. Et puis également très moche pour son 11e mois d'abonnement. Merci infiniment à vous tous. Je parlais de Minnesota, ils ont quand même réussi à prolonger Aaron Jones pour 2 saisons sur le poste de coureur, donc ça, c'est pas totalement négligeable, surtout qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer sur le poste de quarterback. Et puis sur les derniers noms peut-être importants à mettre en avant qu'on se quitte, Mhm. Khalil Mack, qui prolonge du Mm. côté des Chargers pour 1 saison, 1 an, 18 millions de dollars. Sachant qu'on a dit au revoir à Joey Bosa, hein, deux pass rushers qui sont ou vieillissants ou très souvent blessés, ce qui est plus souvent le cas de Bosa, c'est pour ça qu'on De s'en est Bossa, ouais, séparé. plutôt. Mm. Voilà. Il y a des rumeurs pour Ouais. potentiellement retrouver Nick d'ailleurs du côté de San Francisco, donc à surveiller au cours des prochaines heures. Mhm. Mais en tout cas, Khalil Mack, on continue de lui faire confiance en vue de cette saison 2025. Qu'est-ce que j'avais rapidement? Tampa Bay également qui re-signe Chris Godwin sur le poste de receveur malgré sa blessure de fin de saison. Hassan Reddick qui a lui signé un contrat d'1 an sur le poste de pass rush. Donc ça, c'est quand même intéressant, surtout que c'est un secteur sur C'est lequel Tampa Bay vous laisse renforcer. ouais. C'est pas mal. Ces deux signatures pour les Bucks, c'est pas mal. Hassan Reddick, il trouvera au moins un contexte plus favorable que les Jets, sachant que Joe Tryon a beaucoup déçu en tant que deuxième pass rusher. Donc clairement, avec Yaya Diaby, le duo peut être très très alléchant. J'ai hâte de voir ça du côté des Bucks. Et puis l'attaque des Bucks ne va pas changer et puis elle va être toujours productive. Donc ça, c'est très très bien. J'aimerais revenir aussi sur la signature une des signatures aussi du côté des Tennessee Titans où Dan Moore a signé 4 ans, 82 millions de dollars. Je sais pas ce que tu en as pensé de ça, mais moi je trouve que c'est très très cher, mais il fallait renforcer cette ligne. Oui, le principal enseignement, c'est qu'a priori, Jesse Lefam, qui était drafté assez haut l'année dernière au premier tour, et qui était Mm. plutôt présenté comme un tackle droit sur le papier, avait évolué à gauche, hein, avec des fortunes Mm. diverses, on dira, pour un rookie. Hein, on ne va pas le cataloguer direct. Mais a priori, Dan Mm. Moore, ça joue quand même beaucoup plus à gauche. Donc, il y a quand Ouais. même la possibilité de voir Jesse Lafam repasser à droite, ce qui est son poste un peu plus traditionnel. Donc, Mm. ce sera assez excitant à voir. Je crois que globalement, on a fait le tour. Alors, on nous donnait une dernière Mm. petite news, Paul Hack, qui nous disait Dayo Odeyigbo du côté des Bears. C'est une signature un peu plus anecdotique, on dira, par rapport à d'autres, même si les Bears avaient des besoins sur le poste de pass rush. Donc, ça peut être un titulaire aux côtés de Montez Sweat notamment. De toute façon, vous retrouvez dès demain la suite du direct Free Agency avec a priori Lucas Bola et Raphaël Masnejean, si je ne me trompe pas, sur les camarades qui seront à vos côtés pour aborder la suite de cette Free Agency. Il se passera sûrement plein de choses dans la nuit de lundi à mardi. Je te remercie en tout cas, Niti, dans la nuit de mardi, c'est ça, de la nuit de lundi à mardi, je suis embrouillé, pardon. Merci en tout cas, Niti, d'avoir été avec moi. Merci encore, Alain, d'avoir parfaitement assuré la technique et même les articles, hein, vous avez pu l'apercevoir. C'est aussi pour ça qu'Alain, malheureusement, n'est Mm. pas avec nous en termes vocalement, je dirais. Mais vous vous doutez bien qu'il y a énormément de travail Mm. sur le site avec toutes les actualités, tous les directs notamment que vous pouvez retrouver sur touchdownactu.com, sur les réseaux sociaux notamment, X, TDA. Donc voilà, restez bien connectés avec des mises à jour extrêmement régulières de la part de toute l'équipe du site. Voilà. Ouais, ouais, Je sur le voulais... site internet, tout le direct notamment, regardez bien, c'est là où il y a toutes les news qui sortent pour ces transactions. Et comme j'ai dit, la Free Agency, c'est toujours un moment très important dans une saison NFL. C'est ce qui lance en fait Tout à fait. c'est ce qui va lancer Tout, la saison 2025. A priori, tous les soirs de la semaine, vous aurez un direct Free Agency, ou en tout cas un podcast régulier consacré à la Free Agency et l'avancée de celle-ci. Donc voilà, vous ne manquerez absolument rien de tout ce qui se passe au jour le jour. Merci encore à tous en tout cas d'avoir été avec nous. Vous avez été nombreux, plus de 150 avec nous pour ce direct un peu impromptu. Donc voilà, restez encore une fois bien à l'écoute de TDA et on se retrouve très vite pour de nouvelles actualités autour de la NFL. Salut à tous.